Bonjour, aujourd'hui un nouvel épisode de lecture, on va appeler ça simplement, où je vais vous parler de manga, et d'un auteur en particulier, en l'occurrence donc Nihei Tsutomu, euh, auteur de Blame pour, je pense, son œuvre la plus connue, et d'un certain nombre d'autres mangas et collaborations. Alors pour l'historique, moi j'ai commencé avec Blame, mais ce n'était pas son premier travail. Il en a eu d'autres autour de cet univers-là et d'autres univers, même si on peut plus ou moins relier un peu tous ses travaux. Mais surtout, et je l'ai appris pendant les recherches pour cette vidéo, cet auteur a un background d'architecte, ou au moins d'études d'architecture, ce qui effectivement me donne beaucoup plus d'appréciation de son travail, effectivement, parce que pour faire ça étape par étape, Tsutomu Nihei, c'est avant tout un design qu'on peut voir extrêmement travaillé, mais qui oscille entre le très propre et le très sale, mais volontaire. On va se retrouver avec des personnages extrêmement travaillés, extrêmement clairs pour tout ce qui va être bon, du gentil, du héros. Et dès qu'on va taper dans de l'antagoniste, du méchant, on se retrouve directement avec... c'est pas gerbant, mais ça cherche à l'être. Mais pareil, avec un design très, très travaillé, on va se retrouver avec des personnages avec des pseudo-visages, comme si on avait coupé le visage d'un être humain et collé sur une tête de robot, des membres en plus, des choses très, très glauques, très sombres, une opposition quasi permanente entre de l'humain qui va se cacher sous une forme mécanique ou une armure ou quelque chose comme ça, mais pareil avec un design extrêmement clair, et du méchant qui va se retrouver vraiment l'opposition, un robot avec une tentative de se faire passer pour un humain, donc des traits grotesques, une vraie imitation de vie, donc avec quelques oppositions effectivement dans toutes ces créatures purement mécaniques, purement robotiques qui se retrouvent vraiment... on le voit essentiellement dans Blame, mais on peut le retrouver dans d'autres one-shots et autres travaux qu'il a fait, ou par exemple les sauvegardes de Blame qui sont des robots exterminateurs qui n'ont pas d'autre but, qui ont des têtes de chérubins, qui sont d'un design blanc totalement épuré, avec quelques jointures noires, mais de la sphère quasi parfaite. Donc un graphisme très à part, vraiment très très à part. J'ai beau avoir pas loin d'un millier de mangas à mon actif, je l'ai jamais retrouvé chez personne d'autre. Alors j'ai peut-être loupé des bouts, hein, ça peut arriver, je ne suis pas parfait loin de là. Mais voilà, donc un design très reconnaissable. Des scénarios, je ne saurais pas comment les décrire. C'est du cyberpunk, pour la plupart. Très sombre, très dépressif. Des histoires d'épidémies, d'extinction de la race humaine, de futurs perdus, de passés perdus. Les méchants gagnent 99% du temps, mais le 1% qui reste, c'est en général sur les fins. L'univers très, très dramatique, le héros qui en prend plein la tête, qui sait pas vraiment pourquoi, une grosse quête d'identité, encore une fois essentiellement vu dans Blame avec le personnage principal, on ne sait rien, il ne sait rien de lui-même, il se découvre au fur et à mesure, au fil des découvertes des autres personnages. Euh, alors, en plus, le coup de force de Blame, c'est quand même d'avoir un personnage principal qui ne balance pas plus de 3 phrases par volume, et qui arrive malgré tout à devenir très attachant, à se faire comprendre. C'est un peu un personnage tel qu'on peut le voir dans les jeux de rôle japonais. C'est-à-dire qu'il ne va pas parler, il a sa quête, il va d'un point A à un point B. Les autres autour se greffent à sa quête, un petit peu c'est leur petite quête personnelle, et puis au final reste greffé à l'histoire. On le retrouve effectivement dans Blame, dans Noise, un petit peu moins dans Abara, mais voilà, c'est ces trois œuvres qui créent vraiment, qui constituent vraiment l'univers Blame. Parce que je l'appelle comme ça parce que c'est le manga dans le tas qui a le plus de volume et qui est le plus travaillé. Mais voilà, on a vraiment des travaux qui sont interconnectés à ce niveau-là. On le voit aussi pas mal dans Biomega,
Alors on voit effectivement que pas mal de temps s'est passé, qu'il a retravaillé son design, mais l'histoire reste à peu de choses près dans les mêmes teintes. On a une humanité en grand péril, un sauveur un peu solo mais pas trop, quelques alliés totalement improbables. Alors c'est pas un spoil parce qu'on le voit dès la couverture du premier volume, mais Bioméga commence donc du coup avec un héros solitaire sans trop d'histoire, qui va se trouver à croiser un ours et une petite fille qui est sous protection de cet ours-là, et qui va partir après, du coup, la gamine se fait enlever. Une, euh, une épidémie est en train de décimer la race humaine, de la transformer en zombies robots, qu'ils appellent donc des drones, qui sont un peu comme les sauvegardes, effectivement, de Blame. Et effectivement, enfin, c'est du très gros n'importe quoi. C'est super bien monté. On n'a jamais de vraie explication sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui s'est passé après. Il y a des pistes qui sont lancées par l'auteur. Plein de petits détails. Moi, je sais que j'en suis à en moyenne 1 à 2 lectures intégrales de Blame par an, et j'arrive encore à trouver des nouveautés au bout de 10 ans. On arrive à trouver effectivement des explications à droite à gauche, des théories de fans qui sont mais totalement tordues, mais s'appuyant tellement bien sur les éléments effectivement qui sont semés et l'absence de confirmation ou d'information de l'auteur, il y a des choses qui sont juste magnifiques. Donc là, on est vraiment sur l'histoire, hein. Le graphisme, j'en ai parlé, mais vraiment au niveau de l'écriture, de la scénarisation, de l'écriture des personnages, je dirais, c'est très bien déconstruit pour le coup, parce ça part dans tous les sens. Euh, ça laisse des traces, des indices un peu partout. Le début, les 2 premières phrases, les 2 premiers, on va dire, sous-titres de Blame, peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. On lance des pistes, mais au final, on sait pas trop. Quand on regarde un petit peu à droite à gauche, même les travaux du coup complémentaires comme Noise, on a l'impression d'être sur Terre, effectivement. On nous donne des époques, hein. On nous donne, voilà, vous êtes en l'an 3000, en l'an 2500, des bruits comme ça. Mais par rapport à qui, par rapport à quoi, jamais c'est fixé. On n'a pas de traces, il y a des éléments. Dans Noise, on nous parle d'un culte un petit peu, enfin d'une dimension satanique, où les mecs ont clairement les robes et les crânes de vache, Enfin, on a une iconographie qui nous fait penser effectivement à des éléments terriens, humains. On a des personnages qui sont clairement humanoïdes, les 4 membres, 2 oreilles, un nez, 2 yeux. Ça laisse pas de doute, mais on ne sait pas. On ne sait jamais. Euh, Blame est articulé essentiellement entre la ville qui passe son temps à s'agrandir et ce qu'ils appellent la résosphère à côté. Bon, théoriquement, on est en droit de croire qu'il s'agit d'un réseau, d'un monde réseau dont ils ont été coupés, mais à plusieurs moments, on nous floute un petit peu de manière détournée la limite entre les deux, et on se retrouve à plus savoir effectivement si toute l'histoire qu'on croyait se passer dans la ville, dans le monde réel, n'est finalement pas dans le réseau. Le réseau est la seule partie du monde où on peut voir, c'est tout con, mais de l'herbe, de la nature. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu une inversion effectivement dans l'histoire des gens? Je l'ai appris d'ailleurs avec le film Blame là, c'est que la traduction américaine de ce que le héros cherche, qu'il appelle un terminal génétique dans la version française, euh, dans la version US et donc dans le film Netflix, ils appellent ça le NetGen Terminal. Donc théoriquement une mutation génétique ou une modification génétique qu'auraient subi les personnes. Le truc c'est quand on regarde dans Noise, quand ils parlent de terminal génétique, c'est clairement des prises qu'ils ont au niveau du cou et très certainement qui mènent au système nerveux central, qui se font installer pour permettre d'accéder au réseau. Le problème, c'est que quelques pages plus tard, quand le personnage principal essaye d'accéder au réseau, elle n'a aucune prise apparente. Donc, on ne sait pas. Elle est clairement avec un appareil type ordinateur, mais on n'a pas plus d'infos. Donc, il lance énormément de pistes. Euh, il laisse énormément de place du coup au lecteur pour se monter sa propre histoire. Donc on retrouve un petit peu ce plaisir qu'on a avec un roman où on a toute l'histoire sous le nez mais on s'imagine le visuel. Là il nous offre un visuel où on se construit sa propre histoire au final. Et c'est magnifiquement bien fait. Pour en revenir à son passé d'architecte, on se retrouve effectivement donc, du coup, un scénario autour d'une ville dans Blame et dans Noise un petit peu essentiellement aussi. Mais on retrouve le gigantisme des villes, le travail qu'il fait.
C'est impressionnant au niveau du design, autant au niveau des personnages que des décors. Il se retrouve vraiment. Mais il se lâche, il se lâche, il se fait plaisir. Je sais pas, je pense pas qu'il ait eu, lui, les contraintes qu'ont les mangaka modernes à devoir sortir un chapitre toutes les semaines sans trop réfléchir avec toute une équipe. Lui est tout seul. J'ai clairement l'impression qu'il a pris son temps pour faire les choses telles qu'il en avait envie et il fait ça bien. Il fait ça vraiment bien. Donc je conseille effectivement, vous pouvez le voir autour de l'écran, je vous ai mis des petits aperçus. Donc pour commencer, personnellement, moi je vous conseille vraiment Noise, Blame et Abara qui sont... alors pas dans cet ordre-là, je l'aurais plutôt mis Abara, Noise, Blame qui sont théoriquement dans le même univers. Noise et Blame clairement Noise préquel à Blame, on fait les liens qu'on veut après, mais c'est clair. Abara qui tourne autour d'une société qui est citée à plusieurs reprises dans les chapitres de Blame, donc qui rajoute un petit plus effectivement à l'histoire. Après, à côté, donc Biomega, en 6 volumes, qui reprend les mêmes codes, comme je le disais, donc du héros solitaire avec ses alliés un petit peu imprévus et incroyables. Donc que je suis en train de finir, parce que je me suis rendu compte que je pensais avoir terminé et que, pareil, encore une fois, grâce aux recherches de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il me manquait les 2 derniers volumes. J'ai réglé ce problème-là il y a peu et je suis en train de le finir et j'apprécie toujours autant le travail. Et donc Night of Sidonia, que je n'ai malheureusement pas encore commencé, série pas encore terminée, on a une série animée qui est sortie elle aussi du coup sur Netflix, qui suit le même scénario, les mêmes histoires. Euh, J'en entends que du bien autour de moi, beaucoup plus classique, beaucoup plus SF, beaucoup moins cyberpunk a priori, mais je vais pas donner d'avis, je ne l'ai pas encore lu. Je vous dirai ça une fois que ce sera fait. Et sinon, effectivement, beaucoup de one-shot, de petits travaux d'études ou de tests pour ces grosses œuvres qui sont sorties après, qu'on retrouve. Alors, on a la chance, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais dans Noise, dans Abara, vous retrouvez en bonus la plupart de ces one-shots. Euh, et qui rajoute un petit peu, effectivement, pareil, un petit plus à la compréhension de l'univers de Blame qui sont très sympathiques. Alors globalement, c'est quand même donc très, comme je disais, très sombre, très sanglant, même si ça reste du noir et blanc, et des robots, et donc ça pète dans tous les sens. Ça parle de mort, ça parle de beaucoup de thèmes très adultes, de recherche du coup d'identité. Donc honnêtement, je le conseillerais pas aux plus jeunes. Moins de 12 ans éviter, pas parce que vous risquez d'être choqué, parce qu'il y a des dessins effectivement pour les plus enfants qui risquent d'être un petit peu hard, mais c'est surtout que vous n'y comprendrez strictement rien et c'est pas un plaisir plus simple à la Dragon Ball, Naruto, One Piece, où effectivement on va lire deux trois chapitres, on va directement rentrer dedans, on va s'éclater. Alors je ne crache pas sur ces mangas-là, je les aime beaucoup aussi, hein, mais bon, passons. C'est surtout que voilà, il y a un travail quand même à faire pour vraiment apprécier ce manga-là et les travaux de cet auteur-là. Et effectivement, ce serait dommage de passer à côté. Je sais que moi j'ai commencé, je dis ça, 2004-2005, quelque chose comme ça, et c'est vrai que, comme je dis, maintenant je continue à découvrir de nouvelles choses, donc voilà. Ne passez pas à côté, c'est un très bon auteur. Alors il y a certains de ses ouvrages qui sont très durs à trouver maintenant, là pour le coup je pense que Bioméga, j'ai dû acheter les 2 derniers volumes de la série et les 2 derniers volumes du coup disponibles en Ile-de-France, donc essayez eBay ou Amazon. Ou si vous les trouvez et que vous n'avez pas peur de la langue anglaise, allez-y, faites-vous plaisir. La traduction est, à ce que j'ai cru comprendre, très bonne. Knights of Sidonia, la série étant encore en cours, il y aura beaucoup moins de mal à les trouver, ça y a pas de souci. Et Blame a été réédité il y a pas très très longtemps dans une version Ultimate qui n'est pas mal du tout. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Maintenant, j'ai envie de dire par rapport au film, donc le film Blame, film d'animation, sorti là il y a 3 jours je crois sur Netflix, je me suis empressé de me jeter dessus. Alors, pour mettre les choses au point, c'est une bonne adaptation, mais comme je le dis à chaque fois, on ne peut jamais rendre correctement un livre ou une BD ou un manga avec un film. Il y a toujours des coupes qui sont obligatoires. On ne peut pas traduire en 1h30, 2 heures de film, 7, 8 ou 10 heures de lecture. C'est impossible. Alors, j'ai envie de dire, ils ont quand même fait le choix de prendre Nyei Tsutomu, donc l'auteur, en consultant créatif, ce qui est une très bonne chose. De toute façon, ça n'aurait pas pu se faire sans lui, je pense, ça aurait été un raté total. Il y a un graphisme qui est très proche de ce qu'on peut voir là, effectivement, dans les épisodes de Knights of Sidonia, donc
une CG, image de synthèse très cartoon, très travaillée. On retrouve cette clarté, ce clean, c'est des dessins vraiment super propres. Mais on retrouve quand même le sombre univers, l'architecture complètement torturée, ravagée, détruite. On retrouve énormément l'univers du manga. Donc malgré tout, c'est pas non plus, c'est pas un viol du manga, loin de là, hein, très très loin de là. C'est un bon film, c'est un bon film. Juste qu'effectivement, il vaut mieux voir le film et ensuite aller attaquer le manga. Mais ça, comme d'habitude. Euh, à côté de ça, on a du coup un scénario inédit mais pas trop. Il reprend les histoires qu'on peut voir dans le volume 3 et le début du volume 4 du manga, donc les chapitres 12 à 20, mais en changeant le point de vue. Donc, sans spoiler de trop, dans le début du volume 3, début du chapitre 12, on a donc le personnage principal, Kili, du manga, rencontre les habitants du village des électro-pêcheurs, des humains qui survivent là en butant les sauvegardes qui les attaquent et surtout en cherchant de la nourriture à droite à gauche. Un design assez sympathique, des électro-pêcheurs dans le principe, dans le terme, parce qu'ils combattent avec des fusils électromagnétiques qui lancent des sortes de flèches, des harpons, en gros. Donc voilà, juste pour la petite anecdote, moi je le dis parce qu'il m'a fallu un petit peu de temps avant de comprendre, comme là il n'y a pas d'explication. Et donc ils y rajoutent à ce moment-là en fait de l'histoire, donc on voit l'histoire dans le manga en suivant comme d'habitude Kili, le personnage principal, et sa découverte. Le film prend le parti de prendre le point de vue des électropêcheurs qui rencontrent ce voyageur et voilà. Qui est une très bonne chose. Ça permet effectivement de délimiter le film sur un espace plus limité sans se dire voilà, le personnage principal, le voyageur, arrive de nulle part et repart dans nulle part. Non, là on suit le village de pêcheurs sur un moment vraiment pivot de leur village et de leur vie, donc très intéressant. On y retrouve les trois gros personnages principaux que sont Sanakan et Shibo. Donc, voilà, encore une fois, vous découvrirez de qui il s'agit en lisant ou en regardant le film. Mais on retrouve la même structure, les mêmes gros arcs de la rencontre de ces personnages-là, en supprimant effectivement un certain nombre d'éléments qui ajoutent à l'univers du manga, mais qui, je pense, aurait été un peu trop d'éléments pour quelqu'un qui va regarder comme ça. Donc en soi, non, il est très bien construit, assez épuré, beaucoup de choses du coup qui vont donner, je pense, j'espère, envie aux gens de lire le manga. Euh, donc non, pour une fois, une adaptation qui ne me déçoit pas. Euh, Parce que de toute façon, et ça le trailer du film le dit très bien, c'est un manga qui est réputé comme étant inadaptable. En même temps, cette année, j'ai envie de dire, entre ça qui sort et American Gods qui commence, ça fait beaucoup de travaux inadaptables qui démarrent. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Mais sinon, voilà, je ne peux que le conseiller si jamais mon blabla là de bientôt 20 minutes, désolé, vous a donné envie. Commencez par le film. Vraiment très très bien. Un dernier petit mot, parce que c'est vrai que j'ai parlé au début de cette vidéo de ces partenariats, je n'en connais qu'un, et il s'agit de Snicked, dont je vous ai mis la couverture effectivement par là, voilà, ici. Et donc non, vous ne rêvez pas, cette couverture c'est bien Wolverine, puisqu'il s'agit d'un partenariat donc entre Nia Tsutomu et Marvel, où il a dessiné et scénarisé une histoire en 5 volumes, publié par Marvel à l'époque, et que j'ai pu trouver moi du coup en relié il n'y a pas très très longtemps. J'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que c'est très 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 introuvable maintenant en France, et peut-être un peu en US, mais ça risque d'être compliqué aussi. Très très bon, très sympathique. Je ne suis pas le plus grand fan de Wolverine. J'aime beaucoup le personnage, mais voilà, c'est tout le foin qu'on en a fait, et le fait d'en faire un personnage principal chez Marvel me saoule un petit peu profondément. Mais honnêtement, voilà, on retrouve le tracé très sombre de Denis Hay. On retrouve un scénario pareil qui se rapproche énormément de ce qu'on peut voir dans ses autres œuvres, mais très sympathique, une très bonne lecture. C'est donc en relié c'est un one shot, mais donc 5 chapitres, c'est rien quoi. Vous en avez pour 1 heure à le lire. Donc voilà, je recommande aussi un très 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 bon moment.
Voilà, je pense que j'ai dit un petit peu tout ce qu'il y avait à dire. Je vous referai pas une vidéo le jour où j'aurai lu les Knights of Sidonia, parce que j'ai déjà parlé beaucoup trop à propos de cet auteur. J'ai réussi à me contrôler par rapport à Terry Pratchett qui avait écrit beaucoup plus de choses. Et là, je suis incapable de me contrôler pour n'y aller. Mais bon, là, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'espère que vous aimerez. Et bah, comme d'habitude, si jamais vous avez besoin d'infos complémentaires ou autres, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à pouce vert, ou à pouce rouge si vous n'aimez pas. Hein, alors, si vous n'aimez pas ma tête, non, parce que je connais pas grand monde, mis à part ma mère qui l'aime. Mais voilà, s'il y a un problème avec le contenu, s'il y a des erreurs, s'il y a des ajouts, vous n'hésitez pas, YouTube est là pour ça, commentez, et ce sera sans problème que je corrigerai ou je ferai mon mea culpa. Voilà. A très très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous continuerez à me suivre pendant longtemps.